C'est un décret publié hier au journal officiel, décret qui est passé sous les radars de l'info, mais qui traduit une prise de conscience salutaire du gouvernement et de l'impulsion donnée par Gabriel Attal. Je dis souvent que j'aimerais bien dire du bien de la Macronie. Eh bien voilà qui sera fait. À partir de 2025, il faudra passer 9 mois en France et non plus 6 sur une année civile pour bénéficier des aides familiales et du minimum vieillesse, par exemple la prime à la naissance d'un enfant. Ce décret vise à limiter la fraude sociale et notamment les fraudes à la résidence détectées par les caisses d'allocation familiale, les CAF. Il y en aurait eu 6 556 repérés en 2023 pour un montant de 97 millions d'euros contre 3 374 en 2022. Le combat de la fraude sociale est un enjeu de finances publiques. On me dira que c'est une goutte d'eau dans un océan de triche, et c'est vrai. Mais ça traduit un état d'esprit. Il y a une volonté de faire bouger les choses. Et comme chacun sait, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Il est 9h. Chana Lousteau. Mais, Jacques Vendroux est là, alors que nous ne sommes pas vendredi. Jacques Vendroux. Que se passe-t-il? Ça va très bien. Bonjour Jacques Vendroux, pourquoi êtes-vous là? Que se passe-t-il? Le président de la République va jouer au football. Exactement. Et c'est pour ça. Et vous trouvez que c'est une information suffisamment importante pour qu'elle ouvre l'heure des pros? Évidemment que c'est important. Et il va jouer quand? Il joue mercredi à 17h, à Plaisir, je confirme, au profit des pièces jaunes. Et il va jouer. Oui, mais alors la dernière fois, vous l'avez laissé marquer les buts, il tire les pénaltys. Bon, arrêtez. Il y a eu un pénalty complètement valable, il a marqué, il a trompé le gardien de but. Et c'est un fait de sport qui est extrêmement important. Donc il va jouer mercredi. Bon, il sera présent sur le terrain. Il sera présent sur le terrain. Avec évidemment le variété. Le variété pour les Club de France. Oui, mais personne n'ose l'attaquer, personne n'ose le tacler. Mais arrêtez, mais c'est pas vrai. J'ai vu le match. C'est un bon match de football. Regarde, attendez, vous voulez qu'on voit le père? Attendez, vous voulez qu'on voit... Alors là, je prends la France du foot à témoin. Donc déjà, là, j'ai l'impression que quand même, ça c'était la dernière fois qu'il avait joué. Là, c'était à Poissy le 14 octobre. C'était le 14 octobre 2021. Voilà, et je voudrais voir qu'on voit le penalty qu'il avait inscrit, parce que je ne sais pas si on n'a pas ce penalty. Bon, en tout cas, il est en forme, le président de la République. Il s'entraîne tous les week-ends. Oui. Il est bon. Je peux vous dire qu'il est en forme, il est bon. Bon, on va peut-être. Non, bon, c'est une information. Europe 1, c'est News. Voilà, je vous confirme. C'est sur tous les réseaux. Bon. Là, je vous le confirme. Et alors, qui joue? Il va jouer contre qui? Alors, je vais vous donner la composition de l'équipe. Quand même important. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Non. Dans les buts, Lehmann, le gardien légendaire. Oui, mais personne ne connaît. Lehmann. Oui, non, mais personne ne connaît Lehmann. À droite, Karim Beu. Dans l'axe central, Blanc, De Sailly. Sur le côté gauche, Laure Boulot. Milieu de terrain défensif. Oui. Didier Deschamps, Emmanuel Macron. Pas mal quand même. De la gueule. Milieu de terrain offensif, ils sont 3. Eden Hazard, qui vient exprès de Madrid. Robert Pires et une de vos idoles, Johan Niskens, qui vient jouer quelques minutes. Il a joué à l'Ajax Amsterdam. Il a quel âge? Il a 70 ans. Il offre à la France ses dernières minutes de son immense carrière. C'est un clin d'œil. Et devant, Didier Drogba, en toute simplicité. Écoutez, remplaçant Ravanelli, Wenger, Niang, Adebayor, Eto'o, Diouf, Giresse, Van Buiten. Voilà. Et il y aura des personnalités de la société civile qui vont jouer dans les deux équipes avec nous. Voilà. D'accord. Au profit des pièces jaunes. Très belle feuille de match. Hein. Très bien. C'est bien, non? Bon, écoutez... Qu'est-ce qui se passe? C'est à quelle heure? 17h. Bon, c'est à 17h. Bernard Giroud, à Plaisir. Combien de temps il jouera? Normalement, il part pour jouer tout le match. Bon, normalement. J'imagine il y aura du monde et de la sécurité. Absolument. Bon, merci. Merci à tous. Merci, cher Jacques Vendroux. Je vous en prie. On vous retrouve évidemment vendredi pour Vendredi Vendroux. Je ne sais dans quelle tenue vous serez, mais la France entière parle de vos prestations. Tout est prêt. Bon, bien évidemment. Montpellier, l'opération Place Nette XXL se poursuit à Montpellier. Un mois après le début de l'opération mobilisant plus de 55 000 policiers et gendarmes, le gouvernement se félicite d'avoir mené 4 000 interpellations et déféré 600 trafiquants. Mais sur le terrain, dans certains quartiers, comme celui d'Aigues-Longues à Montpellier, eh bien, les dealers sont toujours présents. On est avec Charles L'Huillier. Bonjour Charles, on va écouter quelques interviews que vous avez faites des dealers. Ce matin, à 6h30, c'était l'ouverture du journal d'Europe 1. J'ai trouvé ça tellement intéressant que je vous ai appelé et que vous allez pouvoir mettre en perspective ce qu'on va écouter. On va d'abord écouter Younes,
qui est, comment dire, qui est le chef des guetteurs, si j'ai bien compris, Charles, hein, et qui parle... Ah, là, on vous entend pas, malheureusement. On vous entend, Charles? Le coordinateur de ces dealers, effectivement, Younes. Voilà, c'est celui qui gère les dealers. Écoutez ça, parce que ça fait froid dans le dos. Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs. T'as vu? Je suis payé 150 € par jour. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. Et ils touchent 130 € par jour. Ben, je fais le calcul, 150 par jour, après 4000 € par mois. Et tu vas à l'école ou comment ça se passe? Non, j'ai arrêté tôt l'école. Ici, comme je t'ai dit, t'as ta voiture, tu la laisses, tu laisses les clés, ça bouge pas, il n'y a pas de vol. L'opération Place Nette, alors ouais. Ça... Franchement, ça a servi à strictement rien du tout, je te dis la vérité. Ouais, eux, ils viennent, ils bloquent dans le charbon, dans le four, quoi, t'as vu? Mais en fait, nous, derrière, on a des livraisons, nous, t'as vu? On n'a pas que le point de deal, t'as vu? On a des livraisons, on envoie par colis, on a des... T'as vu, tu vois? Il n'y a pas que du surplace, quoi. Place nette, franchement, je suis obligé de la vérité, ça nous a pas fait mal, ça nous a rien fait. Place nette, ça sert à rien, franchement, strictement à rien. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a peut-être, Charles, chez ce jeune homme, une volonté de fanfaronner, peut-être de, comment dire, de ne pas tout à fait non plus rapporter la réalité du terrain. Comment interpréter ce qu'il vous a dit ? Alors, il y a deux éléments pour moi, Pascal, qui se dégagent. D'abord, effectivement, comme vous le dites, cette volonté de fanfaronner, de défier l'autorité, de dire finalement, et pardon, je vais être vulgaire, hein, mais de dire aux autorités, on est là, on continue, malgré ce qu'il s'est passé, malgré l'opération, on est là, on continue et on vous emmerde. Voilà, c'est ça la réalité du terrain. Et puis l'autre chose qui pourrait se dégager de ce témoignage que vous venez d'entendre, c'est plus généralement et plus basiquement l'envie d'afficher sa réussite avec des éléments que Younes donne qui sont réels. Hein. Voilà, je pense que quand il nous dit qu'il paye ses dealers 130 € par jour, c'est une réalité. J'ai pu le confirmer avec bien justement les guetteurs, les choufs comme on dit, hein, qui sont sur le terrain devant les immeubles. Et puis lui, lorsqu'il dit qu'il gagne 150 € par jour, à peu près 4000 € par mois, ça ne me semble pas délirant comparé aux chiffres d'affaires gigantesques hein, de la drogue dans ce quartier d'Aiglon tous les mois. Alors, autre passage, autre interview que vous avez réalisée, c'est le guetteur cette fois. Alors, entendez bien la voix. Lorsque Marine Lançon, tout à l'heure, m'a fait entendre ce son, j'ai cru que la voix était déformée, pour tout vous dire. Ce qui nous arrive parfois. Ben non, en fait, c'est la voix d'un enfant. Et c'est ça qui est sidérant dans ce que vous allez entendre. Apporte 100 € par jour. Ah oui? Ouais. Et pourquoi tu fais ça? C'est comme ça, on est des employés, c'est un point de deal, c'est fait pour les clients, ils achètent et voilà. Tu sais, il y a eu l'opération Place Nette là. Ouais, le pari Place Nette, on s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite. On s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite tous les jours, le point de deal il est ouvert. Et nous les guetteurs, on est fait pour ça, pour crier Akha quand il y a la police. Mais t'as quel âge en fait? Moi j'ai 14 ans, il y a des jeunes de 20 ans, des jeunes de 16 ans. Voilà. Place Nette, t'en penses quoi, l'opération Place Nette? L'opération Place Nette, je vous dis, il va servir à rien parce que le point de deal sera toujours ouvert. Il y a toujours des toxicomanes qui voudraient leur dose. Et voilà, et nous les guetteurs, eh ben, tant que ça nous paye, voilà. Même dans les autres charbons, que ce soit à Figuerolles, à la Grappe, c'est tous les charbons vont ouvrir. Genre, c'est quoi les charbons? Les charbons, c'est les terrains, c'est les points de deal. Mais qu'est-ce que vous voulez vous dire, monsieur? Les places nettes, ça sert vraiment à rien. La police, ça sent vraiment, ça s'en bat les couilles d'eux, monsieur. Genre, il n'y a que des clients en cachette, monsieur, c'est ça. En fait, voilà. Mais quand ils viennent, vous partez? Ouais, quand il y a la police, ouais, on part. Et oui, c'est ça. C'est le chat et la souris. C'est comme ça, frérot. Bon, alors évidemment, moi j'ai pas envie de mettre en accusation le ministre de l'Intérieur et ni les services de police, parce que tout ça est extrêmement compliqué, et que tout ça ne peut pas se faire en 8 jours. J'ai pas non plus envie d'accuser ce jeune homme, parce que je ne vais pas dire qu'il y est pour rien, mais il a 14 ans et vous voyez bien dans l'état que manifestement il y a quelque chose qui a cloché dans l'éducation. Mais la seule question, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et ce jeune homme, ce gosse, cet enfant, Charles, qui d'ailleurs est...
voilà, qui parle de ça sans se rendre compte tout à fait des conséquences de ce qu'il fait. Il a un discours très élaboré, le jeune, là. Pas bien ce qu'il fait, je trouve. Oui. Attention, hein. Enfin, il est blesse là. Ah, il y a un petit moment de faiblesse. Mais je suis pas d'accord avec vous. Mais il y a des moyens, vous le savez, qu'il y a des moyens. Mais ça, c'est autre chose. Mais de dire que ce que je viens d'entendre est élaboré, je ne dirais pas ça. Il a un discours de 14 ans, il s'exprime très très bien. Oui. Il définit son travail. Oui. C'est un commerce comme un autre. Oui. Quand la police vient, on se retire, mais on revient. Il est toxicomane. Oui, tout ça est vrai. Ah, mais c'est vrai. Tout ça est vrai. C'est vrai tant qu'on l'aura pas tout ça est vrai. de son lieu. C'est-à-dire, tout ça est vrai. Mais ce qui nous importe, c'est vraiment de témoigner de la réalité. Moi, je passe mon temps à le dire. Le métier que nous faisons n'est pas une fatalité, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas une fatalité, mais si, précisément, puisqu'on ne prendra jamais les décisions. Si, dans votre édito, vous avez dit ce qu'on veut, on peut, à condition que ça. Voilà. Mais vous savez très bien les décisions qu'il faudrait prendre et personne ne les prendra. Non, mais là, par exemple, M. Attal allait à Nice, je pense qu'on va en parler, pour dire on va faire des internats. Oui. Mais sur le mode volontaire. Oui, donc. Tant qu'on ne contraindra pas les familles. Mais ce gosse de. Je vous ai déjà dit, le deal, tu fais un deal une fois, c'est 5 ans de prison, ça vous va? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais personne ne le fera. Personne ne le fera. Bon, attendez, parce que c'est Charles L'Huillier, après je vous donne la parole. Charles, ce jeune homme, moi, voilà, je ne veux pas dire qu'il me fait pitié, comment dire, il y a quelque chose qui a cloché, c'est ce que je dis quand j'entends un enfant de 14 ans comme ça, je suis pas sûr, c'est pas lui le responsable, c'est toute la société qui doit se pencher sur ces cas-là et prendre des décisions, mais drastiques sans doute. Alors, pour vous répondre, Pascal Praud, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image, parce que c'est un jeune homme frêle, petit, qui doit mesurer 1,60 m, mais qui, dans son discours, alors discours élaboré, je ne sais pas, mais en tout cas, dans son discours, il est au courant de ce qu'il doit faire, parfaitement aguerri aux différentes missions qu'on lui a confiées. Lui, ce qu'il fait, c'est que dès midi, il est là, devant sa barre d'immeuble, en réalité. Mais Charles, pardonnez-moi, ses parents, son père et sa mère, est-ce que vous avez pu avoir des informations? Son père et sa mère sont ensemble, il ne va plus à l'école, comment est-ce possible? Voilà, alors oui, non, mais ça, il va plus à l'école, mais j'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près quand on entend ça. Voilà, et il est évident que ce jeune de 14 ans ne va plus à l'école, ses parents... il ne m'en a pas parlé en réalité, ça signifie que ça ne fait pas partie forcément de ses préoccupations. D'après ce que j'ai compris, il fait partie d'une famille nombreuse, environ 5 ou 6 enfants dans le foyer, et j'imagine en grossissant le trait que ses parents en réalité ont d'autres choses à faire malheureusement et d'autres problèmes bien plus graves que finalement le destin de cet enfant. Alors cet enfant, il est tout petit, il est frêle, il se fait surnommer mitraillette dans le quartier, je vous plante le décor, et lui son travail c'est à midi d'être en bas de son immeuble, à minuit, il a 14 ans et il est en bas de son immeuble jusqu'à minuit, et lui son travail c'est de crier Hara. Hara, ça c'est ce qu'il a dit. Bon, Charles, en arabe, et c'est en fait quand la police arrive, son boulot pour 100 ou 120 euros par jour, c'est d'alerter les grands du quartier quand la police fait des rondes. Voilà, c'est ça son travail, et il le fait, et il est content, et il m'a dit que ça lui permettait en réalité de s'acheter des vêtements ou des choses comme ça. Voilà. Bon, merci Charles. Évidemment, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Montpellier. Ça fait plusieurs fois que le public de CNews et d'Europe 1 vous découvre, et pour la qualité de vos reportages et de vos interviews. Un mot juste sur Samara, puisque Samara, on a appris aujourd'hui que cette jeune femme qui avait été tabassée, ce qui est quand même extraordinaire, elle suit des cours à distance, et ceux qui l'ont tabassée, si j'ai bien compris, sont de retour au collège. Non. Alors, non. Évidemment, ils n'ont pas le droit de retourner dans l'enceinte de l'établissement. Eux, en fait, ils seront convoqués dans les jours qui viennent à un conseil de discipline. Voilà. D'accord. Conseil de discipline. Donc, terminé avec leur ennui judiciaire. Rapidement, pour vous dire également qu'il y a... Mais le conseil de discipline n'a toujours pas eu lieu. C'est ça qui est extraordinaire quand même. Mais bon. Voilà. Mais il y a pas de... C'était les vacances. Bon. Voilà. Et donc, pour tout vous dire, 2 enquêtes en parallèle qui vont se dérouler. L'enquête administrative au sein du collège poursuit, qui a été prolongée parce qu'on n'avait pas réussi à avoir assez de conclusions. Et puis évidemment, en parallèle, l'enquête judiciaire qui, elle aussi, continue. Voilà. Merci beaucoup, Charles, et vraiment merci. Et puis je vais donner la parole évidemment dans une seconde à nos amis. Je ne vous avais pas encore parlé
de Kenji Girac parce qu'on voulait la confirmation. On va en parler dans une seconde, mais les gendarmes sont appelés à 5h30. C'est une source proche du dossier de CNews qui nous le confirme. Les gendarmes ont été appelés à 5h30 sur une aire de grand passage de gens du voyage à Biscarrosse. Quand ils arrivent, Kenji Girac a reçu une balle dans la poitrine. Il est évacué vers le centre hospitalier de Bordeaux avec pronostic vital engagé. Pour l'heure, les circonstances des blessures restent à déterminer. Les enquêteurs doivent déterminer si c'est lié à l'intervention d'un tiers ou une tentative de suicide. C'est ce que me dit, je découvre en même temps que vous, et Sandra Buisson va nous préciser ces informations, bien évidemment. Et c'est pourquoi, tant que nous n'avions pas la confirmation par notre propre service police-justice, nous n'en avions pas parlé à 9h. Je vous donne vraiment la parole tout de suite. Kenji Girac, c'est le chanteur, oui. Ah, oui. Oui. Pronostic vital engagé. Écoutez ce qu'a dit le préfet, cette fois du Rhône, me dit Marine Lançon, sur... il était préfet de police des Bouches-du-Rhône, pardonnez-moi. Voilà ce qu'il a déclaré sur l'opération Place Nette. C'est un engagement total des policiers depuis le 18 mars. Un engagement total qui a commencé avant et qui se poursuit. Donc aujourd'hui, on a des résultats et des résultats. Notre objectif, c'est que ces résultats soient durables, qu'on obtienne un changement de physionomie effectif pour les habitants dans les cités, dans le centre-ville, sur l'ensemble du département. Le travail que l'on mène, il faut bien comprendre, c'est pas juste de l'occupation du terrain avec des policiers qui sont présents. C'est très important. Ça rassure les habitants, ça fait fuir, ça étouffe le trafic et ça évite que ces trafiquants continuent à prospérer. Mais c'est un travail beaucoup plus complet que ça que nous menons. On tape à tous les niveaux du trafic. On tape les responsables, les enquêtes judiciaires. Et c'est vraiment l'intérêt de ces opérations Place Nette XXL qui ont été menées, c'est qu'on a mené des enquêtes judiciaires au long cours, où on met sous les verrous les principaux responsables. L'opération Place Nette XXL, c'est 49 individus qui sont sous les verrous après ces 3 semaines d'enquête. Bon. Je vous laisse la parole sur ce sujet, qui veut intervenir, Elisabeth Lévy. Oui, je voulais... D'abord, vous avez posé une question, je trouve, vertigineuse et intéressante, qui est celle de la responsabilité. Jusqu'à quel point est-on responsable de ce qu'on devient? Non, mais vous savez bien qu'il y a aussi une reproduction de la violence et d'un certain nombre de choses. C'est pas l'excuse, si vous voulez, mais ça pose une question à laquelle on n'a pas de réponse. Mais c'est quand vous dites, on sait ce qu'il faut faire. Écoutez... Je vois pas un pays dans le monde, à part effectivement les pays qui emploient des méthodes vraiment très violentes, comme de pendre les trafiquants, etc., etc. Je ne connais, et de les enfermer sans grand procès, ou les consommateurs, ou ce que vous voulez. Je ne vois pas un pays dans le monde, si vous voulez, qui réussit à enrayer comme cela la question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous le dit. Donc, c'est formidable. Non, j'ai pas dit non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Bah donc, s'il n'y en a pas, il faut précisément, ou alors on dit on s'en fiche, ou prendre les médicaments. Puisqu'il n'y a pas d'autre système, non, vous me dites. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a que c'est aussi une bataille qui se joue d'abord essentiellement entre des États et des organisations multinationales. Mais bien sûr que si. Mais arrêtez. Mais bien sûr que si. Mais non. Mais écoutez, en fait, vous êtes en train de me dire ce que je pense absolument, c'est que hormis une manière forte, vous ne pouvez pas régler le problème. C'est exactement ce que je pense. Mais jusqu'où? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'où vous allez. Parce que là, vous avez pas dit des choses déraisonnables. Des fois, vous dites qu'il faut enfermer les gens à vie. Là, vous avez dit 5 ans. Mais c'est très simple. Donc, ça me paraît plus raisonnable. C'est ce que prévoit la loi. Hein. Mais demain, vous dites tout. Première fois que vous prenez un deal, 5 ans. D'accord. Deuxième fois. C'est la loi, ça? Non, vous la mettez en place. Non, je crois vous dealez, vous êtes pris 5 ans. Première fois. D'accord. Deuxième fois, 10 ans. Troisième fois, vous sortez plus. Donc c'est pas appliqué. Je peux vous dire que ça va être. Ça va arrêter la drogue très vite. Ça, c'est pas déraisonnable. Et pour les clients, vous achetez de la drogue, une fois, sanction. 2 fois, et je peux vous dire que ça va changer. Mais comme personne ne le fera, parce qu'effectivement, personne n'aura envie de le faire, on vivra avec ça. Et puis les maires seront peut-être corrompus. Et puis voilà. Et vous croyez que vous pouvez supprimer la drogue? Je vous pose cette question sincèrement. Je pense qu'on peut. En Corée du Sud, pas du Nord, en Corée du Sud, il n'y a pas de drogue.
Parce que tu n'as pas le droit d'en consommer. Et même si tu en consommes à l'extérieur, tu es quasiment en tôle toute ta vie. Mais sur les 4 milliers d'arrestations, vous les avez cités en début. Évidemment qu'on peut, c'est tout. Mais après, ce qu'on veut, c'est tout. Sur les 4 milliers d'arrestations. Je ne crois pas, mais... Ou alors on considère que c'est pas très grave. Mais alors qu'on nous bassine pas, c'est tout. Moi, je demande toujours de la cohérence, qu'on nous bassine pas. Je ne crois pas que vous pouvez la supprimer. Je crois que vous pouvez. En Corée du Sud, ils l'ont réussi, ils ont supprimé. Voilà. Et au Salvador, manifestement. Il y a des sociétés sans drogue. Vous n'allez pas vous satisfaire de 50 J'ai pas dit que je m'en satisfais. À la Kalachnikov. Je pense qu'appliquer la loi, c'est une bonne chose. Mais oui, mais la loi, elle est. Mais si, vous venez de le dire. Souvenez-vous, les juges avaient dit le combat est perdu, les juges de Marseille. Et bien sûr. Ils se sont fait la commission d'enquête parlementaire. Je trouve que vous vous en souvenez pas? Pardon, excusez-moi, je ne sais plus quel... Le procureur, Bon, Kenji Girac l'avait fait. Une petite remarque, c'était intéressant de mettre en perspective les deux documents audio, le préfet qui parle avec cet enfant de 14 ans. C'est terrible d'entendre un enfant qui est au travail, surtout dans ce genre de métier avec 1000 guillemets autour du mot. Il a dit une phrase qui est en fait, je pense, la phrase la plus réelle sur le sujet. Il a dit de toutes les manières, il y aura toujours des toxicos pour nous acheter de la drogue. C'est ça le réel. Elisabeth, vous avez raison, je trouve, sur ce point-là. Il n'y a pas de société sans drogue. À moins d'employer des méthodes salvadoriennes, de mettre en prison tous les gens qui ont des tatouages. À part en faisant cela, il y a nécessairement de la drogue dans une société. On s'en réjouit, on s'en lamente, c'est pas le sujet. Si, on s'en lamente. Moi, je ne suis pas pour une sorte d'hygiénisme d'État. Non. En revanche, je pense qu'il faut se poser la question, mais je sais que c'est un de nos rares points d'accord du décalage entre l'état de la législation et l'état de la drogue dans notre pays. C'est absurde. Moi, je remarque une chose, c'est qu'il y a les experts évaluent à 240 000 le nombre de personnes impliquées dans les trafics de drogue aujourd'hui. C'est Philippe Guibert. C'est autant qu'une grande entreprise nationale. 240 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Donc, ça, c'est le trafic. Le trafic de drogue en France, tout confondu, c'est 240 000 personnes qui sont impliquées à des degrés divers. C'est pas rien. Mais c'est énorme. Et donc, il n'y a pas les consommateurs dedans? Non, je parle des gens qui participent d'une manière ou d'une autre au trafic. C'est une grosse boîte. C'est l'équivalent d'une grande entreprise nationale. Bien sûr. L'équivalent d'Airbus. Et donc, je pense qu'à côté de la logique répressive, parce qu'avant qu'on mette 240 000 personnes en prison, je pense qu'il va se passer un petit peu de temps, je pense qu'il faut qu'on joue sur la logique économique de ce trafic, parce que 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le gamin de 14 ans tout à l'heure, et c'est ce que disait Nathan, dira mais il y a toujours des clients. Et donc, tant que cette activité sera rentable à ce point, il sera extrêmement difficile de lutter contre les trafics. On va marquer une pause, on va appeler à 9h25 Cyril Hanouna qui, comme nous, est sur le coup de cette information de Kenji Girac, puisque je sais que Cyril est très ami avec lui et pour tout dire, j'étais en train de textoter avec Cyril à l'instant et je pense qu'on va pouvoir l'appeler à 9h30. Sandra Buisson, vous nous donnerez évidemment cette information que nous ne donnions pas à 9h parce que nous attendions la confirmation du service police-justice que vous représentez ce matin. On va en parler vraiment après la pause, mais je salue Thomas Hill qui est de retour ce matin et qui, je pense, va évidemment évoquer cela, bien sûr, dans quelques secondes dans son émission. Bonjour Thomas Hull, heureux de vous retrouver. Bonjour Pascal, très heureux de vous retrouver aussi et oui, on va en parler bien sûr dans un instant. Bonne émission. Et sous le coup évidemment de cette information qui nous a fortement ému ce matin, Kenji Girac, qui est le pronostic vital et engagé, il a reçu une balle dans la poitrine sur une aire d'autoroute. On marque une pause et nous revenons dans une seconde.